autour de cette notion de justice et changement, on avait trois grands axes que je n'ai pas le temps de décrire, mais qui correspondent un petit peu à la manière dont on décortique, si je puis dire, la notion de justice. Donc la justice, c'est des valeurs, la justice, c'est des institutions, et la justice, c'est aussi une application, notamment par des règles. Et c'est notamment sur cet axe 3 que l'on a identifié sous le terme de réalité vivante. Peut-être pour ceux qui trouvent ce terme bien abscon, ce qu'il est, il réfère notamment à une expression de Jacques Guestin, que Cathy sans doute doit bien connaître, qui était un civiliste bien connu, qui est un civiliste bien connu en droit français et qui a toujours considéré notamment que le droit devait être tant en phase avec des principes théoriques qu'avec la réalité vivante pour décrire les pratiques et les contextes de pratiques qui tournent autour de cette notion de justice. Et en l'occurrence, et Shona aura l'occasion de le dire, c'est autour des phénomènes de dominance qui sont susceptibles d'avoir une interférence sur comment justement les règles sont appliquées. Alors maintenant, très rapidement, quelques mots sur Shona que j'ai le privilège de bien connaître. Je connais bien ses écrits, j'ai beaucoup lu ce qu'elle a pu écrire, notamment sur la notion d'enseignement. On a déjà eu au CRDP, parce que c'est une personne qui depuis longtemps travaille de concert avec beaucoup de chercheurs au CRDP, et donc elle a beaucoup travaillé sur l'enseignement, sur le droit confessionnel. Je me rappelle d'une conférence qu'on avait organisée il y a quelques années sur cet aspect-là. Elle a beaucoup travaillé sur ce que Rod McDonald appelait les normes inférentielles aussi, donc tout ce droit un petit peu en marge. Et je pense que c'était la personne toute désignée donc pour organiser cette première activité, que nous avons dénommée sous les après-midi de la justice, associée avec les trois intervenants que Shona aura maintenant va vous présenter. Alors, merci beaucoup Shona, merci à tous. Là, j'en vois qu'on est à peu près une trentaine. En sachant qu'on a un format que l'on essaye, qui est un format pandémique, là où on a demandé aux trois intervenants de faire donc une présentation asynchrone avec une vidéo qui a été rendue disponible ou pas, ou après. Fort de ces vidéos qui ont permis de mettre la table, Shona va organiser un débat avec les trois intervenants, donc durant l'heure et demie ou l'heure et quart maintenant, ou de 1h17 qui nous reste. Alors, merci beaucoup à toutes et tous d'être là, et Shona, la parole est à vous. Merci Vincent. Tu m'as donné quelques minutes juste pour trouver la sérénité nécessaire. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Je me sens comme je suis à l'Université de Montréal, sauf que en général, arriver à l'Université de Montréal, ça pose pas les mêmes défis que notre réalité qu'on vit. Alors, ça tombe bien, le thème pour aujourd'hui, la justice et les réalités vivantes que nos intervenants vont expliquer chacune dans son propre champ de recherche. Et je vais inviter les trois, Alice, Georges et Cathy, à présenter très brièvement une petite esquisse de leur champ de recherche dans un moment, en répondant à la question « c'est quoi mes propres défis ou enquêtes principales et mon rôle comme chercheur ». Mais avant tout ça, je vais vous présenter les trois. Alors, je m'en vais en ordre je vais inviter Georges, puis Cathy, puis Alice. Alors, c'est comme ça que je vais les présenter. Alors, Georges, que je connais aussi à cause de CRDP et les liens accès à la justice. Georges est professeur de droit à l'Université de Laval depuis 2001 et depuis 2017, il est directeur de l'école d'art de l'Université de Laval. Ses recherches portent sur les rapports entre l'art et le droit d'auteur, sur le statut socio-économique des artistes, sur les technologies numériques ainsi que sur la méthodologie juridique.
Cathy Bellefleur est actuellement doctorante en droit privé des biens à la faculté de droit, où j'ai le plaisir de servir sur son comité de thèse à McGill. Elle détient une bac en droit de l'Université de Laval, une maîtrise en droit des biens de l'Université de Montréal. Elle est membre de la communauté Innu de Nutashquan et elle s'intéresse aux théories de la propriété, à la tradition Innu ainsi qu'aux différents régimes de droit des biens de la tradition romano-germanique, particulièrement ceux du Québec et de l'Allemagne. Et puis finalement, Alice est professeure adjointe au département des sciences administratives à l'Université du Québec en Outaouais. Elle est titulaire d'un doctorat en administration des affaires à UQAM, d'une maîtrise en sciences de l'environnement et d'une bac en anthropologie. Avec tout ce profil académique, ce n'est pas une surprise qu'elle est experte en développement durable et en responsabilité sociale. Et elle s'intéresse à la question de l'acceptabilité sociale et aux trajectoires des controverses sociotechniques. Alors, avec cette petite introduction, j'imagine que vous avez déjà une petite image de ce que les trois vont présenter. Évidemment, ils ont tous les trois déjà préparé une capsule que je comprends sera disponible à tout le monde sur le site web de CRDP. Alors, comme ça, le format de l'événement aujourd'hui, ce n'est pas le format traditionnel, si on veut. Ça veut dire qu'on ne va pas aller l'un après l'autre pendant 20 minutes. Ils ont déjà fait ça dans leur capsule, mais plutôt, je vais les inviter à présenter, comme je viens d'annoncer, très brièvement leur champ de recherche en 5 minutes. Et après, on va les entendre encore pour 5 minutes chacun pour donner une idée du pluralisme des réalités vivantes dans leur projet. Et après ça, je vais inviter les petits dialogues, l'une avec l'autre, alors 2 à la fois, et puis c'est avec ces dialogues qu'on va prendre une pause pour vos propres questions, commentaires que je vais poser aux 3 intervenants. Et puis, on va procéder comme ça. Alors, c'est un peu hors de la tradition, mais c'est ça qu'on vit depuis 8 mois et je pense qu'on prend davantage des possibilités que Zoom nous offre. Alors, voilà, on commence avec Georges Zaria, puis Cathy Bellefleur, puis après Alice Friser, l'une après l'autre, sur leurs propres questions principales et leur rôle comme chercheurs. 5 minutes maximum chacun. Georges. Oui, OK, je vais essayer de faire ça vite. Oui, alors j'ai fait la capsule que j'ai faite très rapidement. Si vous l'écoutez, vous allez voir, je parle très vite parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais là, je vais parler un peu plus doucement pour d'abord vous présenter, comme le demande Shana, les principaux axes de recherche. Et j'imagine que comme plusieurs, la recherche a un peu ralenti depuis la pandémie. Mais en tout cas, les idées sont quand même là et elle se fait quand même un peu. Donc, merci en tout cas de nous offrir l'occasion de discuter de tout ça. C'est vraiment, je trouve, malgré le Zoom, là, un contexte qui peut être assez propice aux échanges. Alors, autour de réalité vivante, je dirais, il y a 2 thèmes principaux qui, moi, m'intéressent. D'abord, celui que je travaille depuis assez longtemps, qui est autour de l'art et du droit. Je me suis longtemps intéressé aux pratiques d'artistes en me demandant, du point de vue juridique, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il y a des violations de droits d'auteur? Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la vie privée, par rapport au consentement, etc.? Donc, il y a plusieurs démarches d'artistes qui sont très souvent hors normes et qui, de ce point de vue-là, sont assez intéressantes pour le droit. Mais là, j'essaie de renverser un peu la perspective et en me plaçant du point de vue de ces artistes-là. Donc, pas du point de vue du droit, donc c'est légal, c'est pas légal, puis où est la limite, etc., mais en me disant quel est le discours juridique que tient cet artiste-là.
Donc, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire ou elle essaie de nous dire sur le droit d'auteur, sur la propriété, sur le consentement, sur la vie privée, sur la liberté d'expression? Donc, vraiment, évidemment, les artistes sont généralement pas législateurs et tiennent pas explicitement un discours juridique, mais forcément, à travers leur travail, il y a une réflexion sur des normes et sur la vie en société. Donc, j'essaie vraiment de me placer de ce point de vue-là pour savoir quel genre de droit on peut avoir si l'artiste devient législateur. Donc, ça, c'est une des choses qui m'intéresse. Sinon, autour du thème donc, de réalité vivante, je m'intéresse aussi aux questions de perte de légitimité du droit. Et c'est quelque chose qu'on voit depuis assez longtemps et qu'on discute aussi. Au fond, c'est la question du pluralisme juridique au sens large, mais ce sont tous les chemins qui sont utilisés pour proposer des normes qui sont autres que celles du droit. Alors, tous ces chemins qui existent, donc, et qui nous mènent, donc, évidemment, à la question des accommodements raisonnables qu'on discute depuis une quinzaine d'années est clairement au cœur de ça, mais il y a plusieurs autres façons, plusieurs autres chemins qui sont utilisés. Prenez depuis 3-4 ans, la question des violences sexuelles a assez souvent pris un autre chemin qui ressemble essentiellement au chemin du droit. Il y a des normes, il y a des sanctions, etc. Mais on ne veut pas aller du côté juridique, on préfère un autre chemin et les exemples sont assez nombreux. Donc ça aussi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça nous montre que le droit est peut-être en tout cas en perte d'autorité et autour de ça, je dirais plus spécifiquement, il y a la question d'Internet et une des hypothèses en fait que je me pose, c'est la question de l'individu qui devient de plus en plus le régulateur du système. Et c'est quelque chose qu'on voit depuis le début de l'Internet où, au fond, les grands opérateurs ne se fient plus aux États, mais demandent aux utilisateurs de signaler des problèmes et eux-mêmes de réguler les choses. Et c'est assez intéressant comme phénomène. Et les grands patrons de Google, il y a une dizaine d'années, c'est ce qu'ils disaient. Un jour, il n'y aurait peut-être plus vraiment d'État, puis ce sera les individus qui vont décider comment les choses se font. Donc, il y a une espèce d'énorme éclatement. Et ça, je trouve que pour le droit, c'est plutôt intéressant. Sinon, comme chercheur, parce que c'est l'autre question, Chanda, qui est posée, il me reste encore une minute au moins. Alors, comme chercheur, du point de vue méthodologie ou éthique, de plus en plus, je me rends compte de l'importance, en fait, quand on fait de la recherche, d'entrer en relation, c'est-à-dire de dialoguer avec, que ce soit des artistes dans mon cas, des historiens de l'art, des internautes, des programmeurs, des sociologues, peu importe, d'entrer en dialogue pour parler du sujet étudié. D'ailleurs, lorsque je vous présenterai tout à l'heure un peu un résumé de la question de l'appropriation culturelle, j'ai pour ça passé du temps avec un artiste et sociologue Huron-Wendat, Guy Sioui-Durand. Et il est important pour moi qu'on discute et que je valide ce que j'ai compris et qu'il me donne son point de vue. Donc, je trouve que la recherche en droit, moi, vraiment qu'elle veut sortir du carcan purement juridique, donc loi, jurisprudence et doctrine qui parlent de la loi et de la jurisprudence. Donc, dès qu'on veut sortir de ça, je pense qu'on n'a pas tellement le choix d'entrer de manière un peu sérieuse en relation avec des interlocuteurs qui vont nous aider à cheminer, parce qu'au fond, la question méthodologique qui est derrière tout ça, c'est comment, en tant que juriste, on peut sortir de l'opinion, comment dire quelque chose de sérieux et de crédible lorsqu'on fait autre chose que de commenter la loi et la jurisprudence. Alors voilà, merci. Merci, Georges. Alors, maintenant à Cathy. Oui, donc bonjour. Je tâcherai pour ma part d'être concise. Donc, en ce qui a trait à mes intérêts de recherche, donc je m'intéresse au droit des biens, au droit de la propriété en droit civil. D'abord, sous un angle d'analyse interne, ça va de soi. Ma spécialisation de base porte spécifiquement sur la notion de propriété, ses différentes formes dans le code. Bon, pour l'avenir, comme le professeur Van Praag l'a mentionné, je m'intéresse également au système juridique allemand et à leur code civil. De façon générale, j'étudie les modèles propriétaires, je dirais, d'une manière un peu baroque, c'est-à-dire un peu éclatée. Donc, on peut pas vraiment me situer dans une approche exégétique pure du droit, mais néanmoins, j'essaie d'y tendre l'oreille. Et par la suite, toujours en lien avec la question de la propriété, c'est une notion que j'appréhende sous un angle relationnel. Et je m'intéresse à la tradition autochtone, tout particulièrement à la tradition Innu, plus spécifiquement au groupe qu'on appelle Mamikinwat, ni pour le groupe de la Côte-Nord, parce que c'est le coin où je suis originaire. Et également, c'est manifestement
la tradition pour laquelle j'ai spécifiquement une plus grande connaissance pour y avoir grandi, tout en bénéficiant un meilleur accès à ses dépositaires. Et quant à mon rôle comme chercheur, ça, j'ai pris le temps de réfléchir spécifiquement sur cette question parce que je considère que comme chercheur universitaire, c'est d'une importance cruciale. C'est que pour disposer d'un bagage personnel qui se situe, je dirais, à l'intersection de deux traditions qui résonnent différemment, qui conçoivent la réalité de façon différente, je perçois mon rôle comme étant un de conciliation. J'entends par là celui d'appréhender chacune des traditions que j'aborde dans une perspective juridique interne, je dirais, pour le droit civil, mais également d'être capable d'embrasser la richesse et la perspective plus holistique de la tradition Innu. Pour la tradition Innu, je dirais que c'est pas tant un rôle qu'une responsabilité que de veiller à accomplir cet exercice-là. Et notamment, quand je réfléchis également, je dirais un enjeu qui m'est peut-être un peu plus personnel comme chercheur, c'est celui de pouvoir restituer son monde sans le dénaturer et tout en réussissant l'objectif de le rendre accessible à la compréhension d'un juriste. Et grosso modo, je dirais ultimement que je conçois mon rôle comme étant quelqu'un qui cherche des points de conciliation, donc de construire des ponts de compréhension entre les traditions. Et jusqu'à un certain point, je dirais qu'il fait également un peu partie de mon rôle d'offrir une nouvelle lecture du droit civil à partir de la tradition Innu. Exercice qui est peut-être un peu moins j'ai envie de dire, classique. Et autrement, je dirais, toujours sur le plan du rôle, pour moi, c'est important de ne pas contribuer à effacer la tradition Innu en simplement la recodant sous forme civiliste, mais plutôt au contraire de lui donner en tant que chercheur, que de mettre à bon escient mes compétences de chercheur afin de la mettre, de mieux la faire connaître et de peut-être, comme professeur Azaria l'a sous-entendu, peut-être de la faire en sorte qu'elle soit mieux prise au sérieux. Merci, Cathy. Ça fait plaisir. Et finalement, Alice. Alors, merci Shona. Alors, moi, c'est ça, j'ai un parcours assez différent et je m'intéresse au droit par la bande, en m'intéressant en fait aux solutions qui sont développées, qui sont le fruit d'une construction entre différents acteurs. En fait, plus précisément, je m'intéresse, les questions que je me pose en ce moment, c'est justement quelles sont les innovations qui peuvent émerger du dialogue entre plusieurs acteurs, différents acteurs qui ont différentes valeurs, qui ont différents intérêts, qui ont différentes positions, tout ça pour éviter la diffusion des controverses. Et en fait, je pars du principe que la plupart des controverses se forment quand certaines façons de faire, certaines façons de penser ne sont pas ou ne sont plus jugées acceptables, et que le moyen de les éviter, c'est de les anticiper, de s'y prendre le plus en amont possible en mettant plusieurs personnes ensemble, en fait, les personnes qui vont être affectées par ces controverses, et de les faire réfléchir à des solutions qui pourraient collectivement régler le problème. Alors, je m'intéresse au droit en pensant à ces solutions qui peuvent être des normes, qui peuvent être du droit, qui peuvent être des lois, qui peuvent être des façons de faire, des certifications, donc qui touchent les entreprises, mais qui touchent aussi les organisations de différents types. Et je me pose plusieurs questions. Dans quelles conditions on co-construit des projets ou des décisions qui vont être acceptables socialement, avec quels mécanismes, quelle participation entre acteurs? Est-ce que ce sont une participation qui se fait en secret? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière très publique? Par quel dispositif? Et quel rôle peut jouer la responsabilité sociale dans cette équation? Est-ce que, en fait, oui, les entreprises ont un grand rôle à jouer. Quel est ce rôle et comment ça peut aider à rendre justement des controverses, comment ça peut aider justement à les résoudre? Donc, voici pour les recherches sur lesquelles je me penche. Et puis, mon rôle dans cette équation, en fait, c'est ça, de mettre en lumière un peu
dans la mesure du possible, de contribuer à rendre les conditions de cette co-construction plus visibles pour les mettre à la disposition des chercheurs en sciences sociales et à la mettre à disposition des acteurs qui peuvent être des entreprises, des États, etc. Donc voilà. Merci. Alors, on va écouter les trois encore et puis cette fois-ci, on va commencer avec Alice et puis après Cathy et puis après Georges. On fait ça dans une façon un peu dynamique. Mais maintenant, je pose le défi d'expliquer un petit peu, présenter un peu les réalités vivantes, entre guillemets, dans vos projets. Alors, comment est-ce que vous voyez la place, l'importance des réalités vivantes? Comment est-ce que vous définissez, vous donnez une définition aux réalités vivantes dans votre projet? Alors, comme ça, j'espère, après ces trois petites présentations qui complémentent, qui fait comme une espèce de complément à ce qu'on vient d'entendre, tout le monde aura une idée un peu plus claire de ce que vous faites. Et puis après ça, ça va provoquer les dialogues. Alors, Alice. Alors, la notion de réalité vivante dans le domaine de la responsabilité sociale des organisations, elle passe par le concept de partie prenante, que vous connaissez, je pense, tous, mais pour le rappeler, une partie prenante, c'est un acteur ou un groupe qui peut affecter une organisation ou qui peut être affecté par les activités de cette organisation. Et dans le domaine de la responsabilité sociale, on recommande aux organisations qui souhaitent établir et conserver leur légitimité dans le cadre du développement de leur projet ou dans le développement de décisions, tout d'abord en fait établir une cartographie des parties prenantes. Donc ce qu'on fait, c'est que pour chaque projet, chaque décision qui va avoir de l'ampleur, qui est susceptible de susciter la grogne, si on veut, on dresse la liste des individus et des groupes qui sont affectés, qui peuvent être affectés par nos activités. On répertorie pour chacun de ces acteurs les positions, les intérêts, le pouvoir, les relations entre ces acteurs, les valeurs. Alors, on le fait dans la mesure du possible, on fait comme on peut. On peut faire des revues de presse, par exemple, c'est une bonne façon de faire. Et on met à jour ces cartographies de façon régulière parce qu'il peut y avoir des alliances qui se créent entre les acteurs. Il peut y avoir de nouvelles informations dont peuvent se saisir les acteurs, ce qui peut leur faire changer d'avis sur certains points. Et là, à partir de ces cartographies, on a deux cas de figure. Donc je reviens un peu à l'idée de controverse que j'avais abordée au tout début, c'est que soit on est en amont d'une controverse et on cherche à développer un projet ou une décision qui va avoir un impact sur la société, qui risque d'avantager certaines personnes, qui risque de désavantager d'autres personnes. Et là, on essaie de faire les choses bien, on se projette, on est en amont, et on consulte. Alors l'idée, c'est de consulter, c'est d'informer, c'est de consulter, et c'est de mobiliser des dispositifs de participation publique. On en parle beaucoup en ce moment dans plusieurs domaines. Ça fait l'objet de recherches depuis des dizaines d'années. Mais je pense aux jurys de citoyens, les ateliers de scénario, les sondages délibératifs, les budgets participatifs. Il y a toutes sortes de façons de sonder la vie des communautés, des populations, et puis d'arriver à des solutions qui sont co-construites. Et puis, la deuxième façon, ce serait finalement si on se trouve en aval d'une controverse. Donc là, on a un projet qui est controversé, puis il faut le régler, il faut faire en sorte de limiter les dégâts si on veut. Donc ce qui est préconisé dans le domaine de la responsabilité sociale à ce moment-là, c'est de cibler finalement les acteurs qui vont être avec lesquels il faut agir de manière prioritaire. Et il y a plusieurs caractéristiques qu'on peut utiliser. C'est ce que dit la recherche. Donc, ces caractéristiques, ce sera finalement quelle partie prenante a le plus de pouvoir, laquelle a le plus de légitimité, laquelle représente une menace, laquelle veut bien collaborer, etc. Et quand on a finalement défini qui étaient les parties prenantes prioritaires par rapport à notre projet,
Là, ce qui est préconisé, c'est d'entamer un dialogue. Alors, ça peut être un dialogue dans lequel l'organisation est finalement encore maîtresse des règles du jeu, si on veut, ou on peut, et ça, on en parle beaucoup en ce moment, et je pense que idéalement, c'est ce qu'on fait, mais ça ne s'applique pas à tous les projets, c'est d'amener ces parties prenantes à participer au projet et à être copilotes en même temps que l'organisation. Donc là, il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de faire, mais grosso modo, c'est comme ça qu'on envisage les réalités vivantes dans le domaine de la responsabilité sociale. Merci beaucoup. Je pense que ça donne une bonne idée de le rapport entre chercheurs puis les parties prenantes et puis les acteurs dans le champ. Ça, c'est merci. Alors, à vous, Cathy. Les réalités vivantes dans votre projet. Oui, donc, tout particulièrement pour mon projet, je me suis posé des questions sur, en fait, qu'est-ce qui est une réalité vivante lorsque j'ai fait mon travail sur les traditions. Et là, je m'explique. Donc, je conçois les traditions juridiques comme étant des entités vivantes qui sont appelées à évoluer à travers le temps. Et ce qui m'a, en tout cas du moins moi, ce qui a capté mon œil d'entrée de jeu, c'était, il y avait une problématique qui, à mon sens, c'est une problématique, c'est que le droit civil, qui est une tradition que l'on dit écrite, et c'est documenté, on fait des distinctions dans l'anthropologie, notamment l'anthropologie, entre les mécaniques peut-être non pas de normativisation, mais dans la manière de concevoir la réalité, on fait une distinction entre les traditions écrites et les traditions orales. Et la tradition Innu sur laquelle je planche depuis bientôt plusieurs mois est une tradition orale. Et je fais, moi, ce qui m'est... j'en viens à plusieurs critiques que j'ai relevées dans la doctrine, notamment juridique, à l'égard que, en fait, le droit, pas le droit autochtone, mais les cultures autochtones, le savoir, l'accès aux cultures autochtones est difficile. Comme notamment, je vais prendre, comme j'avais sorti un extrait que je lirais comme suit du professeur Otis, que je connais, que je prends seulement en titre d'exemple ici. L'un des effets de l'expérience coloniale fut souvent de faire du droit des peuples autochtones un cryptodroit, un droit caché, le refoulement des systèmes juridiques autochtones les ayant pratiquement rendus invisibles, donc illisibles pour la société néo-européenne. Et moi, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est surtout sur la dernière portion, c'est-à-dire le pratiquement invisible et illisible. Le fait que, je dirais, le système, que d'un point de vue de juriste, l'accès au bassin d'information normative des traditions autochtones soit peut-être un peu plus difficile, étant donné qu'on fait référence à des notions qui sont surprenantes pour le juriste qui est habitué à concevoir le droit d'une certaine manière. Pour moi, c'est une thématique qui est directement reliée à la réalité vivante parce que je fais un lien avec une autre critique que je relève de temps à autre, pas forcément dans la doctrine écrite, mais comme je dirais peut-être davantage dans la pratique juridique, comme quoi que le droit autochtone, en fait, on parle aisément de droit autochtone et sans trop savoir ce à quoi on fait référence. Et souvent, les éléments de ce que l'on va étiqueter comme étant droit autochtone seront des éléments qui sont plus facilement décodables pour un juriste. Et de mon côté, moi, ce que je crains, c'est que les réalités vivantes, parce que la tradition autochtone, en tout cas du moins la tradition Innu est encore là. L'information normative, elle est là.
Seulement, c'est le fait de prendre cette information normative-là et de la voir à travers un fil conceptuel qui est, comment dire, un peu plus, un peu plus dévié par l'approche juridique qu'on nous enseigne. Et sinon, je dirais que ça serait pas mal ça. Écoutez, la manière dont je répondrai à votre question. Merci, Cathy. Je pense que ça sert un peu comme une invitation à regarder. Oui, tout à fait. Voir différemment. Oui, effectivement. Oui, merci. Alors, finalement, Georges, on fait le tour. Oui, voilà. Alors, en fait, dans mon cas, c'est un peu la suite de Cathy, mais j'ai vraiment pas la prétention de connaître la culture autochtone. Puis vraiment, moi, ce qui m'a intéressé au départ, lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait des revendications de communautés autochtones qui disaient notre culture traditionnelle n'est pas protégée par le droit d'auteur. Je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas protégé par le droit d'auteur? Le droit d'auteur qui est l'instrument pour protéger l'art et protéger la culture. Et c'est là donc que je me suis mis à fouiller un peu la question. Donc vraiment, je l'ai pris de ce côté-là. Et donc, ce serait plutôt dans ce cas-ci, puis un peu, je pense, comme Cathy dit, comment la réalité vivante est ignorée, minorisée ou invisibilisée. C'est un peu comme ça que je la vois. Puis j'ai retracé l'histoire, en fait, qui est assez simple. L'histoire du droit d'auteur, c'est la valorisation des individus dans la culture occidentale. C'est l'apparition à peu près au 16e siècle du monogramme, donc des artistes en Europe qui vont commencer à signer leurs toiles avec leurs initiales pour dire ça, c'est ma toile à moi. Et donc de se détacher du groupe et de revendiquer une individualité, une singularité. Et c'est de là que naît le droit d'auteur. Donc le droit d'auteur, et ça, donc l'idée de reconnaître une signature, c'est un élément du droit moral qui est donc une des composantes du droit d'auteur. Et donc, toute cette modernité qu'on connaît au 18e siècle, avec les droits de la personne qui vont commencer à s'installer, enfin, vous savez de quoi je parle, et où le sujet humain comme personne, comme entité, devient au centre du monde, si on veut. Et le droit d'auteur part de ces principes-là. Donc, c'est une séparation entre propriété intellectuelle et propriété matérielle. Donc, déjà là, il y a des questions assez intéressantes à se poser. Pourquoi est-ce qu'on arrive avec cette séparation-là? C'est une propriété, je dirais, qui est donnée à des individus, personnellement, parce qu'ils ou elles ont créé. On ne va pas protéger les idées, on va dire que les idées sont dans le domaine public. Et il y a une durée de protection qui est prévue au droit d'auteur. Donc, ce sont tous des règles que le droit d'auteur impose parce qu'au départ, donc, il décide de travailler et de protéger certains auteurs. Donc, ça nous pose, en termes de relation de dominant, comme je vous disais, le droit d'auteur est peut-être une culture de dominant, enfin, reflète ça. Ça nous pose la question qu'il faut, je crois, très souvent se poser en droit. Il est fait pour qui le droit et il sert les intérêts à qui? Et quand on se pose cette question-là, tout d'un coup, on se dit, oups, il y avait effectivement, là, autour du droit, toutes sortes d'autres cultures, en fait, d'autres éléments qui sont minorisés. Donc, après, on se rend compte que dans les cultures autochtones, et je dis dans les cultures autochtones, je ne veux pas faire croire que toutes les cultures autochtones sont similaires et disent toute la même chose. Il y a là aussi des distinctions, évidemment, mais il y a donc, on a eu traditionnellement des œuvres sans signature, donc l'idée n'était pas de signer une œuvre. L'art va se nourrir du passé, donc on a un rapport à l'histoire, il y a la mémoire qui n'est pas du tout le même. Les idées ont un rôle important, donc, alors que ce n'est pas le cas en droit d'auteur. Le rapport au temps est excessivement différent. Et là, je vous dirais que la durée du droit d'auteur a comme conséquence d'effacer la culture autochtone. Donc, c'est quand même, c'est pas rien. Le rapport à la propriété aussi est différent. Donc, il n'y aura pas de séparation entre propriété intellectuelle et propriété matérielle. Il y a une différence entre propriété et appartenance. Donc, en fait, quand on se met à creuser, on se rend compte qu'il y a, au fond, des visions du monde qui nous entoure et du droit qui sont excessivement différentes. Et dernière distinction, celle qu'on a entre domaine public et communauté. Et ça, c'est assez intéressant parce que pour le droit d'auteur, lorsque l'œuvre tombe dans le domaine public, donc au Canada ou à 50 ans ou 70 ans après la mort de l'auteur, selon les pays, l'œuvre n'appartient plus à personne et donc appartient à tout le monde. Et c'est comme ça que le public, au fond, est pensé par la notion de domaine public en droit d'auteur. Ce qui n'a rien à voir, au fond, avec la notion de communauté qu'on peut avoir dans des cultures autochtones où ça appartient toujours à cette communauté-là. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de détachement, si on veut,
dans cette propriété-là. Donc, bref, c'est un peu par cet angle-là que j'ai vu la question des réalités vivantes. Vous verrez à la fin de la capsule, je dis quelques mots sur les lois sur le statut de l'artiste. On en a au Québec et au Canada qui, au fond, on demande le statut professionnel des artistes qui, un peu inconsciemment probablement, vont protéger des artistes qui sont issus de certaines traditions en art et vont minoriser donc des traditions plus autochtones parce qu'ils n'ont pas les mêmes voies de professionnalisation, il n'y a pas les mêmes circuits de diffusion, il y a une segmentation dans les lois dans les champs de pratique de l'art, alors que dans les cultures plus traditionnelles, entre art visuel et métier d'art, il y a une espèce de mélange, donc on ne sait plus à qui les gens appartiennent parce qu'ils appartiennent à une autre catégorie qui en englobe deux, mais donc qui ne correspond pas à celle de la loi. Bref, il y a autour de ça, je trouve, beaucoup de choses à creuser pour se rendre compte qu'on a minorisé ou invisibilisé certaines cultures et ça nous ramène à une citation que je vous ai mis dans une vidéo, une citation de Bruno Latour, donc qui nous dit que la modernité, c'est la séparation entre eux et nous. Et donc, quand on creuse ça, on se rend compte effectivement, il y a certainement beaucoup de matière à discuter autour de ça. Alors voilà, merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, je propose à inviter les dialogues, alors 2 intervenants à la fois, chaque dialogue selon un thème. Alors, ce que je propose est de, faire 2 de ces dialogues. Alors, je vais présenter les thèmes dans un moment. Et après, on prend une petite pause pour voir si vous qui assistez à cette conférence, si vous avez des questions, commentaires, autres thèmes à proposer. Et puis, on verra de là comment on va s'organiser pour les autres dialogues ou la conversation, si on veut, parmi nos intervenants. Alors, le premier dialogue, j'invite Georges et Alice à parler ensemble de l'importance de l'éthique dans le développement des concepts et des normes. Évidemment, quand vous venez d'entendre, Alice et Georges travaillent dans les champs de recherche distincts, différents, mais quand même, j'ai vu ce lien-là entre leur projet, l'importance de l'éthique ou le moral dans le développement des concepts et des normes. Alors, comme ça, bon, ça c'est un dialogue de 5 minutes entre vous deux, peut-être. Alice, si vous voulez commencer puis lancer la balle à Georges à un moment donné, ça serait parfait. OK. Bonjour Georges. Bonjour Alice. Le point de départ, je pense qu'on a en commun, c'est le fait que ce qui est éthique pour les uns n'est pas toujours éthique pour les autres. Ce qui est éthique aujourd'hui ne sera pas toujours éthique demain, puis il n'était pas il y a 100 ans ou 50 ans. Ça fait que quand on statue sur une norme ou sur un concept à visée normative, l'idée c'est d'essayer de voir à long terme, puis ce qui est accepté aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre en compte les valeurs, les idées des gens qui vont être affectés le plus longtemps possible dans l'élaboration de ces normes-là. Puis aussi, je reviens sur un élément que j'ai vu dans la capsule de Cathy, je trouvais ça très intéressant. Les 2 capsules étaient très intéressantes. En fait, les paramètres qu'on prend en compte aussi pour établir, pour développer des concepts et des normes sont aussi importants finalement que l'enjeu de ces concepts-là. Donc, il y a la portée en termes de quel sens, quelle éthique va se dégager des concepts concrets, mais aussi à partir de quels paramètres, à partir de quels critères on se base. Puis ces critères-là, est-ce que finalement, il y a une seule personne qui les détermine au départ, ou est-ce que ce sont des critères qui sont sur lesquels on s'entend pour construire quelque chose de commun? Donc, je ne sais pas trop, c'est pas vraiment une question. Georges, je ne sais pas trop comment lancer la balle, mais… Non, mais ça va, je reçois une balle. Très bien. C'est-à-dire que ce que je trouve qu'il y a derrière ça, en fait, je pense, c'est la question de la procédure. J'ai l'impression que c'est, et des auteurs comme Niklas Luhmann et d'autres l'ont dit, que la légitimité vient de la procédure. Au fond, si on suit une procédure et qu'il y a une certaine entente sur la procédure qui est suivie, on risque on augmente les chances qu'il y ait un accord sur ce qui va arriver à la fin. Et ça veut dire quoi, donc, une procédure? Ça veut dire savoir qui on assoit autour de la table pour discuter. Et je pense que c'est peut-être une des premières choses. Et je pense que dans tous nos exemples,
ce qu'on relève, c'est que parfois, il manque des joueurs autour de la table pour décider. Tu sais, quand on dit qu'une norme doit être co-construite, ben, elle est co-construite par qui? Et comment on a identifié les gens qui étaient assis autour de cette table-là pour discuter? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça pour construire une norme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Alice, oui? Tout à fait. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est un point vraiment crucial. Autre élément que je trouvais intéressant pour cette thématique, c'est l'idée que en fait, l'émergence d'une norme, elle va entraîner d'emblée une sorte de discrimination finalement entre ceux qui vont adopter la norme, puis ceux qui ne vont pas l'adopter, qui vont être laissés pour compte. Donc quelque part, le fait de créer une norme, ça reproduit un déséquilibre qu'il y avait au départ. Donc on n'est jamais vraiment à l'abri de reproduire des inégalités. Oui, et en fait, c'est ça qui est assez fascinant parce que, au fond, les gens continuent de vivre, continuent d'échanger, continuent d'avoir des relations. Et si ce n'est pas à l'intérieur du droit, ben, ils vont continuer à l'extérieur du droit. Donc, il y a là aussi, je dirais, un défi pour le droit d'essayer de trouver quelque chose qui, il me semble en tout cas, un peu consensuel. Je ne sais pas, mais je crois que c'est un des enjeux. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le gros enjeu. Merci. Pour le deuxième thématique, c'est friction et ou réceptivité. L'idée de commensurabilité ou la possibilité de la commensurabilité entre les notions et les traditions. Et pour ce deuxième dialogue, j'invite Cathy à commencer puis dialoguer un peu avec Georges. Cathy. Oui, donc pour l'idée de commensurabilité, donc moi j'avais pensé faire un lien avec ce que je proposais dans la capsule, c'est-à-dire mon idée de proposer, si on veut, une définition de la propriété que je considérais être suffisamment sensible aux réalités de la tradition Innu, mais également qui prenait en compte les paramètres du droit civil, du moins comment le droit civil concevait le droit. Parce que souvent, en droit civil, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les définitions de la propriété seront, vont exclure une personne peut faire ceci versus une personne ne peut faire cela. Donc, ceci étant dit, bon, je ne sais pas si c'est pertinent ici de donner peut-être mes paramètres. En fait, j'avais pris soin de déterminer 4 paramètres dans ma définition, qui étaient les conceptualisations théoriques et ontologiques, l'accès et le non-accès aux ressources, la matérialité du monde naturel et l'immatérialité du monde des idées. Et là, je fais une parenthèse ici parce que je ne veux pas que ça porte à confusion. Je ne fais pas référence au monde des idées dans le sens de la propriété intellectuelle, mais bien dans le sens de la conception Innu et les modes d'organisation sociale et les apports relationnels en découlant. Et la raison pour laquelle moi, je crois à la propriété, mais la notion de propriété, c'est que je crois que si on conçoit la propriété d'une manière suffisamment large, on peut la décliner afin que chacune des cultures et traditions juridiques ou traditions normatives puisse pondre quelque chose qui se reconnaît. Parce que qu'est-ce que la propriété, si ce n'est un rapport relationnel avec l'environnement, avec un rapport au monde? Et je ferai un lien avec ce que professeur Azaria, il y avait quelque chose que vous aviez dit et ça m'a fait réfléchir. En fait, ça m'a fait penser à quelque chose. Vous parliez des métiers d'art, la façon de concevoir l'art. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu revenu, qui m'est revenu à l'esprit, c'est que l'art chez les Inuits, par exemple. Le rapport à l'art chez les Inuits est très différent de l'art tel qu'il se vit dans l'Ouest, par exemple. Il y a beaucoup de peintres, tu sais, c'est très coloré dans l'Ouest, il y a des canons, on reconnaît l'art dans l'Ouest. Chez les Inuits, je dirais, c'est davantage métier d'art, c'est très utilitaire. Les gens vont davantage construire quelque chose qui va servir. Et là, c'est là que je fais un lien comme quoi les Inuits, je précise au cas où, c'était un peuple de nomades.
Et pour reprendre un auteur qui est René Boudreau, qui était négociateur en chef pour les Inuits pendant très longtemps, qui disait l'état d'esprit des Inuits, en fait, c'est un esprit qui est nomade. Il y a un faire, il y a quelque chose. Et pour revenir avec la notion de commensurabilité lancée par le professeur Van Praag, tout ça pour dire que dans le cadre de mon propre projet et même dans mon rapport, dans la manière dont je conçois les autres nations autochtones, c'est qu'il y a une versatilité, une façon tellement riche de vivre l'identité autochtone et en même temps, on peut également parler de tradition autochtone au sens comme une unité, comme quelque chose de pluriel. Et ceci étant dit, je vais vous faire de la place, professeur Azarian. Non, mais ça va, mais je vais rebondir juste rapidement. Oui. Parce que j'ai l'impression que ça pose la question de comment le droit peut tolérer la différence et comment le droit, dans une même institution, peut admettre des notions qui sont un peu contradictoires puis un peu incompatibles. Et ça, c'est une question qu'on a depuis longtemps dans le droit. Et en général, on va dire, on va la régler de telle façon, puis on va codifier le droit civil, puis au Québec, voici comment ça marche. Mais je trouve que toute l'idée, derrière le projet du CRDP, du droit vivant, c'est précisément ça, c'est de dire, oui et non, c'est-à-dire ça fonctionne pas si bien que ça. Ça fonctionne sur papier, mais à la fin, c'est peut-être de la littérature, tout ça, là, parce que c'est pas nécessairement comme ça que les choses se passent. Puis l'exemple, c'est pour ça que je suis très content que les revendications autochtones au sens large prennent le devant de la scène, parce que là, on est vraiment confronté à ces questions-là. On ne peut pas juste faire comme si il y a 2-3 personnes. Non, il y a vraiment plusieurs communautés qui ont des systèmes de normes qui sont très différents. Puis ça revient à la discussion qu'on avait avec Alice, je pense, un peu il y a un instant. Comment on fait à partir de là pour les intégrer? Moi, je n'ai pas nécessairement la réponse. Je constate que c'est une difficulté pour le droit. On a un droit, au fond, de dominant, assez, qui a imposé des choses et qui a, au fond, pas une si grande porosité que ça, en tout cas selon les secteurs, mais le droit d'auteur, très certainement, n'a pas cette porosité-là. Le statut de l'artiste non plus. En tout cas, les lois que moi j'ai étudiées sont pas capables d'admettre facilement d'autres réalités. Alors, je trouve que pour le droit, l'enjeu fondamental, il est là. Il a été écrit sans pouvoir admettre trop d'exceptions sur ces notions fondamentales. Et pour moi, comme chercheur, en tout cas, puis je veux dire, tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là, sont vraiment des questions intéressantes parce que là, il peut y avoir du changement. Puis là, je fais du village sur l'autre thème du CRDP, qui justice et changement, mais juste là, il y a un chantier énorme qui peut s'ouvrir. Donc, et sinon, donc, ce que je pense, c'est que très souvent, les juristes lorsqu'ils réfléchissent à ces questions-là, sont mal informés ou mal accompagnés. Si des juristes ne réfléchissent qu'entre eux, sans s'alimenter, soit de compagnies ou d'entreprises, dans le cas d'Alice, ou soit d'Autochtones, je veux dire, ils vont forcément avoir une vision dans laquelle ils vont être très confortables et peut-être très vite arriver à des certitudes, mais ils vont être plutôt coupés de la réalité en faisant ça. Enfin, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Cathy, est-ce que vous voulez répondre un petit peu, continuer la conversation? Je dirais que je suis grosso modo en accord avec le professeur Azarian. En fait, ça me fait penser à une anecdote à un moment donné avec un juge de la Cour fédérale dans le cadre d'une entrevue. Et il me donnait, vous êtes de quelle nation, vous? Je suis la nation Innu. Ah ouais, c'est du pareil au même. Pour moi, c'est tout pareil. Donc, bon, d'accord. Donc, voilà. Bon. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Oui. Alors, avant de continuer avec d'autres dialogues dans le temps qui reste, je lance la balle aux membres de notre audience, basée sur ce que vous venez d'apprendre depuis le début. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Je comprends s'il y a quelque chose écrit dans le chat. Oui, mais justement, si je peux me permettre. Oui, merci Vincent. Non, parce qu'en fait,
J'allais venir à ça, mais je voulais juste mentionner que Louise Ringuette a fait un commentaire auquel je vais me permettre de renchérir. Mais Louise Ringuette mentionnait, en fait, je suis d'avis que la construction d'une norme ne doit pas se faire à partir des voix dominantes, mais par une co-construction de toutes les parties prenantes. Donc, un peu dans la lignée de ce que Alice a pu dire, mais l'étendre effectivement à d'autres domaines. Et si je peux me permettre, en m'aventurant d'ores et déjà dans une talle qui est très différente de mon domaine habituel d'expertise. Mais malgré tout, ça me fait penser peut-être, j'aurais peut-être deux références après vous avoir écouté, c'est que je trouvais que ces deux dialogues me faisaient penser à une distinction que j'instrumentalise très souvent entre les deux manières fondamentalement différentes entre Aristote et Platon pour considérer le droit. Donc, Aristote considérant le droit comme, j'allais dire, presque une manière classique de droit substantiel, principiel, interprété généralement par les institutions et notamment les juges, alors que, puis ça a été évoqué à plusieurs reprises, Platon lui considérait le système de justice comme un processus, et un processus qui en l'occurrence était des jeunes garçons qui étaient souterrés de leur famille et qui, au bout de 20 ans, étaient capables de dire le droit. Et je trouvais que dans vos approches, il y avait des aspects substantiels que je voyais notamment dans les principes de propriété que Cathy, par exemple, ne remet pas forcément en cause. C'est simplement qu'il faut regarder avec un regard distinct, mais les principes en tant que tels sont toujours présents. En revanche, cet aspect plus processuel, procédural, puis là, ça réfère aux notions de légitimité que Georges a pu évoquer ou de dialogue qu'Alice a pu évoquer. Mais moi, je l'associe assez naturellement justement à une vertu que le droit intègre déjà, cet aspect processuel, mais peut-être qu'elle devrait l'intégrer encore davantage, être de plus en plus inclusif si on veut éviter justement que tout se passe en dehors du droit. Donc, on est, en vous écoutant, pour avoir cet apport un peu inclusif, comme par exemple Louise l'évoquait, il me semble qu'il faut que le droit se réinvente un petit peu, justement, au regard de ces deux approches processuelles et substantielles, pour avoir un droit plus inclusif et surtout pas uniquement associé aux règles. Encore une fois, on est dans l'école de Montréal, une terminologie que j'aime bien, où depuis les années 80, genre cette vision du droit vivant, pour prendre l'expression de Georges, qui est réutilisée, ou de droit de voir autrement, était déjà bien évoqué. Et si je peux me permettre un dernier point, ça va être très court, c'est un commentaire quand j'ai vu la vidéo dimanche de Cathy. Il y a, et en droit de la propriété notamment, dans ce qui correspondrait maintenant à l'Allemagne autour d'un siècle avant Jésus-Christ, il y avait un droit nomade. En fait, le droit de la propriété était directement associé au nomadisme de l'époque, dans le fait qu'on avait déjà de la propriété immobilière, mais on ne pouvait pas avoir une propriété immobilière basée comme, par exemple, 35 siècles avant, sous Babylone, avec de l'argile en fait qui représentait des actes juridiques. On ne pouvait pas avoir d'actes sur des supports, même de papyrus, parce qu'on est nomade. Et donc, la propriété se faisait autrement. Donc, c'était un parallèle que je trouvais intéressant en vous écoutant avec le droit saxon d'un siècle avant Jésus-Christ. Je m'excuse, c'est plus un commentaire qu'une question, mais, c'est des réactions suite à vos belles interventions. Les réflexions puis les réponses. Mais avant que j'invite les trois à répondre, bon, peut-être c'est ça, on va ajouter les autres questions, 2 ou 3 autres questions, commentaires. On voit un petit commentaire écrit de Mina, de Réginald. Je crois que toutes les voix doivent être considérées dans la construction. Être la voix dominante n'est pas une faute in se comme telle. Oui, d'autres. Bon, j'invite les trois à répondre si vous avez des réflexions, des choses à ajouter à ce que vous avez déjà présenté. Alors, peut-être, je commence avec Alice. Oui, merci. Mais oui, effectivement, par rapport aux commentaires qui ont été faits, c'est vrai que
il faut prendre le pouls de la population, des communautés, de toutes les parties prenantes qui vont être affectées par un projet ou une décision. Après, en pratique, c'est très difficile. On est dans un système de démocratie représentative. On vote pour des gens qui sont censés prendre des décisions pour nous. Et ce qu'on applique ici, c'est l'idée d'une démocratie participative pour compléter les défaillances de la démocratie classique, si on veut. Mais entre faire participer les gens et intégrer les valeurs, les idées, les intérêts de tout le monde, c'est quelque chose qui est très difficile. Et c'est dans ce processus-là qu'il peut y avoir aussi des mécontentements, des problèmes, une mauvaise volonté aussi peut-être de la part des décideurs. Donc on n'est pas à l'abri de problèmes tout au long du processus et finalement pas simplement dans l'idée d'inclure une personne, un groupe ou plusieurs d'entre eux. Donc je lance la balle à nouveau. Bon. Cathy? Oui, désolée, j'avais coupé mon audio. Donc, de façon générale, je regarde, j'ai les commentaires ici. J'ai l'impression que... Ou bien de ce que Vincent a ajouté à la conversation. Oui, en fait, juste un petit commentaire sur les commentaires. Je dois avouer, moi, je suis plutôt de l'avis qu'effectivement, en tout cas, dans un monde idéal, moi, c'est la manière dont je conçois la construction d'une norme, c'est qu'effectivement, toutes les parties doivent avoir l'opportunité de donner leur perspective. Mais encore là où je dirais, où j'aurais juste une hésitation, ce serait dans la réceptivité de l'information que l'on donne. Ou comment est-ce que cette information-là est décodée. Puis là, c'est plus comme un commentaire que je me permets de faire ici, un peu à brûle pour point. Sinon, pour le commentaire de professeur Freezer, je dirais que je suis tout à fait en accord avec ce qu'elle dit. Pour avoir fait du droit des affaires dans mes premières années, je dirais qu'effectivement, je suis tout à fait consciente que c'est un défi pour les entreprises et pour les sociétés en général que d'avoir à prendre en compte cela. Mais d'un autre côté, pour avoir l'autre perspective, il y a comme un formidable dialogue de sourds, beaucoup de bonne volonté, mais c'est comme il reste encore du chemin à faire avant de se rencontrer ici au centre. Et finalement, pour le commentaire de professeur Gautret, que je remercie énormément, c'est tout à fait pour ça que je me suis mise à m'intéresser au modèle propriétaire de l'Allemagne, d'ailleurs. Bon. Ah, ça tombe bien. Alors, Georges. Oui, ben, peut-être rapidement, Alice a dit que c'était difficile. C'est effectivement le mot que je voulais utiliser. C'est difficile, voire, je dirais pas impossible, mais la conciliation des normes est pas une chose simple. Puis nous, on peut la regarder comme chercheurs, disons, et on n'a pas nécessairement à prendre la posture du législateur. Là, on n'est pas en train de faire la norme, mais on est en train peut-être d'observer le phénomène puis d'essayer de trouver des conditions de possibilité pour que les choses se fassent. Et on ne nous demande pas nécessairement d'écrire ces normes-là, mais évidemment de contribuer à cette réflexion-là. Et ce l'est encore plus si on ajoute à ça la grille de la postmodernité, qui est la grille de l'éclatement, de tout se vaut, etc. Je veux dire, et des sociétés pluralistes. Puis on peut trouver hyper intéressant, et j'en suis, le fait qu'on vive dans des sociétés pluralistes, mais pour le droit, c'est forcément un casse-tête parce que là, tout d'un coup, cohabitent de façon tangible, réelle et parfois un peu brutale certaines normes. Alors, je pense que c'est, en fait, comme je vous dis, c'est pas un point de vue cynique de dire que c'est intéressant pour un chercheur. C'est intéressant et préoccupant comme citoyen, évidemment, de regarder tout ça, mais ça nous rappelle seulement cette vérité, je trouve, qu'on ne répète pas assez, que le droit est du début à la fin une construction. Et à partir de là, ben, comme je disais au début de ma présentation, c'est qui construit, au profit de qui, tout ça, sont des questions que je pense, comme juriste, on devrait toujours avoir en tête. Merci. Je pense que ça nous amène à une autre thématique que j'aimerais, ou sur laquelle j'aimerais écouter nos intervenants. Et c'est, le pouvoir, le droit et la place essentielle de la culture. Alors, pouvoir, droit et culture dans les organisations
et la vie collective. Bon, selon vous, dans vos champs de recherche. Alors, je pense que ça, c'est une thématique qui invite, j'espère, les réponses, les réactions, les réflexions de vous trois. Alors, peut-être, je commence avec Cathy cette fois-ci. Alors, le pouvoir, la culture dans l'organisation de la vie collective. Oui. Donc, pour répondre, si ça ne vous dérange pas, je vais y aller avec mes cordes et avec ce que j'ai approfondi. Donc, la place de la culture. Moi, je dirais, en tout cas, c'est seulement des idées que je relève ici et que j'ai pu observer dans le cadre de mes études. C'est que j'ai l'impression que du côté des Autochtones, et j'ose pas aller ailleurs que les Autochtones parce que déjà là, j'ai un scrupule à parler des autres nationalités parce que ce sont des réalités que je ne connais pas. C'est qu'il y a une culture qu'on veut voir et il y a une culture qui est peut-être tend à être moins bien représentée. Là, je m'explique. C'est pour avoir observé chez les nations autochtones, bon, je pense que ce n'est pas un secret, certaines nations autochtones ont davantage de moyens, sont davantage en vue que d'autres nations. Et par le fait même, l'art de ces communautés autochtones qui sont peut-être plus en vue est également plus visible. Parce qu'avec la connaissance des véhicules, notamment de diffusion de cet art et peut-être une meilleure connaissance des outils qu'offre le droit, il y a certaines communautés plus isolées qui n'ont pas le même accès, si on veut, aux véhicules de transmission. Et je vais prendre un exemple, par exemple, des véhicules de transmission. C'est que, en tout cas, encore là, ce sont de simples remarques basées sur mon observation personnelle, parce que je ne suis pas une spécialiste de propriété intellectuelle, mais c'est que j'ai remarqué que la valorisation des véhicules de transmission, et là, je fais référence ici au statut d'orateur, de politicien, d'artiste, de juriste, le fait d'avoir un certain statut, donc de disposer de codes culturels, en tant qu'Autochtone, on dirait que ça va te donner comme une voie prioritaire sur d'autres vecteurs de la culture. Je ne sais pas si, j'espère que je m'exprime bien ici. Et par exemple, moi, ce que j'observe, et c'est une des craintes que j'ai quand j'observe le milieu culturel autochtone, c'est qu'il y a l'air à se créer comme des compétitions entre qui représente mieux de la meilleure manière. Et là, je fais un exemple qui me vient un peu comme ça, c'est que, je ne sais pas si vous avez suivi dans les actualités, il y avait une chanteuse Innu qui s'était faite un peu taper sur les doigts car elle avait intégré un chant Inuk dans une de ses chansons. Et là, il y avait une levée de bouclier contre elle. Ah non, mais comment ose-t-elle? Notamment, Elisabeth Alsac également s'était indignée en disant « ça se fait pas ». Et ça rejoint directement notre thématique d'usurpation, voilà. je perds mes mots. Donc, c'est le signe que je m'arrêterai là avec mon exemple. Et voilà. Je pense que ça, c'est à vous, Georges. Oui, bien, en fait, il y a un exemple, je trouve assez intéressant, c'est Norval Morisseau, qui est un peintre, membre de la communauté Ojibwe, bon, qui est décédé il y a une dizaine d'années à peu près, mais ça a été un des premiers, en fait, de ce que je connais, à vouloir, disons, s'émanciper de sa communauté et à signer ses tableaux. Et il y a eu beaucoup de controverses à l'époque parce qu'on disait, mais non, tu ne peux pas faire ça, tu es membre d'une communauté, pourquoi est-ce que tu commences à avoir ton nom à toi et vouloir t'individualiser? Tu es en train de jouer la joute des autres, des Occidentaux, donc ne deviens pas un artiste autonome, individuel, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Bref, ce débat-là, moi, je pense que Morisseau était un des premiers, je pense, à l'avoir mis sur la place publique par son travail. Sinon, je répondrais à ça,
à la question qui est posée sur la culture. Et en fait, je disais tout à l'heure, la postmodernité, c'est l'éclatement, mais on a aussi, et je trouve que c'est un des phénomènes intéressants, puis je pense que Cathy, elle est peut-être un peu dans ce sens-là, un autre mouvement en sens inverse qui est celui de l'uniformisation. Puis je trouve que les deux, en fait, les deux jouent. On peut évidemment prendre la grille postmoderne puis dire c'est l'éclatement, tout se vaut, puis il y a plein de morceaux qui ne sont pas recollables, mais on peut aussi dire que derrière tout ça, il y a un grand mouvement d'uniformisation. Encore là, on peut se dire c'est pour faire quelle norme, c'est au profit de qui, etc. Je pense que la question se pose, mais dans l'univers du numérique, dans l'univers de la mondialisation, etc., évidemment, et du capitalisme tel qu'on le connaît, cette question-là, elle doit aussi se poser. Et moi, je pense que pour résister à ça, d'abord, il faut résister. Enfin, si on se dit qu'il faut résister, là, ça devient intéressant de justement mettre de l'avant d'autres normes et que justement, les Inuits disent, nous, la propriété, c'est ceci. Puis on y tient, puis donc faire valoir ses propres concepts. Mais ce n'est pas un travail qui est simple. C'est pour ça que moi, j'aime bien le regarder du point de vue de la grille pluraliste. Puis bon, c'est assez proche de toute façon de l'École de Montréal, donc Vincent sera content, mais c'est Bellé, McDonald, etc. ont beaucoup travaillé cette grille-là du pluralisme juridique. Puis peut-être que parce que j'arrive pas à en voir une autre, puis peut-être que je me force pas assez pour en trouver une autre, mais je trouve souvent que c'est probablement la grille qui est la plus éclairante. Puis enfin, il y a des variantes dans la grille pluraliste, là, mais je trouve que ce grand schème-là de dire qu'il y a une coexistence de normes et jusqu'à quel point on peut les tolérer et à qui les communautés ou les personnes vont-ils accorder leur loyauté. Je trouve que là encore, on a beaucoup de choses à dire, mais je reviens quand même sur l'idée qu'il faut faire valoir et opposer ces concepts si on ne veut pas qu'ils disparaissent. Tu sais. Ça, je pense que c'est aussi une des choses en fait, qui ressort quand je lis un peu, là, comme je dis, un peu en amateur, mais je lis de plus en plus sur les cultures autochtones, puis c'est souvent le message qu'on voit sur les manifestes, entre autres. Il y a un manifeste il y a quelques années sur les artistes autochtones qui revendiquaient certaines choses et au fond, ils sont là-dessus, ils sont en train de se dire nous devons résister, sinon nous disparaissons. Alors, donc, ça joue encore sur l'idée de est-ce qu'on va être uniformisé ou est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose d'un peu plus éclaté? Je pense que ça nous amène très bien vers Alice et puis les liens entre le pouvoir, la transformation des normes et la responsabilité sociale finalement. En fait, moi, je vais rebondir vraiment sur ce qui a été dit et surtout sur ce que Georges a souligné vers la fin. Et je trouvais intéressante sa proposition, finalement, d'avoir des normes qui cohabitent. Parce que le danger dans tout ça, alors il faut s'intéresser, il faut reformater le droit comme il est aujourd'hui, il faut s'intéresser aux différentes voies, aux différentes valeurs qui existent dans la société. Mais c'est vrai que le gros danger, c'est l'uniformisation, c'est avoir des normes qui s'appliquent pour tous et qui rendent tout le monde uniforme. Et ça, le gros risque là-dedans, c'est de perdre la richesse, en fait, les différentes richesses culturelles, les différentes valeurs qui existent, alors que c'est celles-là, justement, qui vont être capables, qui vont nous permettre de construire des solutions innovantes. C'est le fait d'avoir des différences et pas d'avoir des normes qui vont être applicables à tous. Donc, je ne sais pas trop comment le formuler, je n'ai pas le vocabulaire adéquat, mais je trouve que c'est un des dangers. Après, en responsabilité sociale, ce qui se fait, puisque la grosse question, finalement, c'est il faut être responsable, mais finalement, responsable, qu'est-ce qui est responsable, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment on définit ça, puis comment on le fait sans, finalement, imposer des choses venant de certaines personnes à d'autres, et puis reproduire des inégalités, parce que c'est vraiment la grosse question. Ce qui en est ressorti au fil des années, puisque les recherches, finalement, se développent depuis des dizaines d'années, c'est la norme ISO 26000 que vous connaissez peut-être, qui porte sur la responsabilité sociétale des organisations. Puis, cette norme, en fait, c'est un ensemble de lignes directrices. Donc, ce sont des conseils qui sont donnés à tout type d'organisation qui cherchent à mieux faire, et qui encourage finalement ces organisations-là à s'intéresser à leurs parties prenantes, à ce qu'elles pensent, à les intégrer, et elle identifie la responsabilité sociale, elle l'identifie à travers 7 questions centrales, donc les conditions de travail, les droits de l'homme, la relation avec les consommateurs, la loyauté des pratiques, l'environnement, etc. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que dans ce contexte-là, peut-être que l'idée de la ligne directrice du conseil et des recommandations est peut-être à préconiser. Je dis ça vraiment
en étant collée sur mon domaine, donc c'est peut-être pas très lié toujours à tout ce qu'on entend par le droit et par la justice, mais c'est une dernière piste que je lançais. Donc voilà. Je vous laisse, Cathy et Georges, la possibilité d'ajouter, répondre à ce que Alice vient de dire. Ça va? Bon, moi, avant de tourner à Laurence, parce que je sais qu'elle a une petite annonce à faire, je propose de donner, si on veut, le dernier mot aux trois pour décrire très brièvement comment vous voyez vos propres obligations, vos propres pouvoirs comme chercheur envers la justice. Je pense que vous avez bien montré vos esprits créatifs, l'ouverture que vous avez tous les trois envers les concepts, les organisations, l'idée de droit. Mais bon, je pense que tout ça, ça vient avec un fardeau sur nos épaules. Et puis, voilà, je vous laisse un moment pour décrire un peu comment vous voyez le fardeau comme chercheur. Peut-être Georges. Oui, alors, je trouve que c'est intéressant de finir avec cette question-là, Chandler, parce que ça nous oblige même un peu à réfléchir à ce qu'on fait. Si on veut parler des réalités vivantes, moi, je pense que c'est difficile comme chercheur de le faire sans sortir du droit. Et donc, il faut aller vers d'autres disciplines. On peut pas. En fait, je trouve ça difficile pour un juriste pur seul qui lit la loi et la jurisprudence de dire moi, je vais parler des réalités vivantes. Donc, il y a un effort, je pense, puis là, on revient un peu à l'éthique, à la limite de ce qu'on disait au début. Il y a un effort à faire pour sortir donc du droit, puis il faut être comme je disais tout à l'heure, je pense accompagné. Il faut consulter. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un bac en sociologie ou en anthropologie, mais en tout cas, il faut au moins faire des lectures puis parler à des collègues. Puis c'est étonnant comment c'est intéressant quand on se met à parler avec d'autres doctorants ou d'autres chercheurs de carrément d'autres disciplines, mais qui s'intéressent au même sujet. Je trouve que c'est là que souvent les idées les plus intéressantes vont émerger. Je pense qu'il y a de ça parce qu'un des défauts que moi je trouve à la doctrine juridique, qui est un défaut de méthode, c'est précisément celui-là, c'est que les juristes vont penser qu'ils sont capables de parler de tout. Parce que le droit s'intéresse à tout. Forcément, il y a des normes sur à peu près n'importe quoi. Donc, on peut parler d'économie, on peut parler de médecine, on peut parler de tout ce qu'on veut, d'art, etc., sans vraiment connaître ce domaine-là. Et ça donne, pour reprendre une expression, enfin, forger une expression qu'on entend souvent, ça donne, je trouve, des fois, de la fake doctrine. C'est-à-dire de la doctrine qui, scientifiquement, est très peu appuyée, puisqu'elle n'est qu'appuyée sur des intuitions non fondées de chercheurs. Alors, je pense que sur le plan de la méthode, il y a quelque chose qui rebondit finalement à l'éthique et qui est de dire, si on veut s'intéresser aux réalités vivantes, peut-être que c'est plutôt des projets d'équipes de recherche, etc., que des projets de chercheurs seuls dans leur bureau. Voilà. Merci. Alice. En fait, Shona, vous parlez de fardeau. Moi, je trouve que justement, j'aimerais apporter une note optimiste. Je trouve justement que le CRDP est un très bon exemple de ce qui se fait pour combler les lacunes que peut avoir le système de justice ou même finalement toutes les disciplines qui sont autour de la table aujourd'hui. De plus en plus d'universités, de plus en plus de chercheurs travaillent ensemble justement pour se compléter. L'interdisciplinarité, c'est quelque chose de vraiment bien. Puis moi, j'aimerais que... Je trouve qu'il est important d'étendre ça peut-être à la relation professeur-étudiant, parce que je me trouve confrontée en tant que jeune prof en fait, à lancer des concepts à mes jeunes étudiants qui parfois me regardent avec un air étrange. Et je crois qu'il faut les faire participer dans une certaine mesure aussi à qu'est-ce que les concepts qu'on enseigne aujourd'hui, de quelle manière ça parle aux étudiants d'aujourd'hui qui ont finalement peut-être plus les mêmes réalités que celles que les professeurs qui les ont préparées il y a une vingtaine d'années avaient. Donc, je pense qu'il faut étendre ça aussi aux différents publics dans l'enseignement et pas seulement dans la recherche. Mais je suis plutôt optimiste.
Oh, oui, oui. Moi, je suis optimiste aussi, mais je trouve que c'est une obligation aussi pour nous tous. Alors, peut-être ça tombe bien de terminer avec l'étudiante, la doctorante parmi les panélistes, Cathy. Oui, donc, difficile question. Je commencerai peut-être, bon, avant d'aborder plus en détail la question du fardeau. Monsieur le professeur Azaria, vous aviez mentionné qu'il faut aller hors du droit. Ça, c'est une idée qui, je crois, qu'en tant que juriste et en tant que chercheur, c'est une évidence pour la recherche à venir. Non, naturellement, ça dépend des sujets. Comme quelqu'un en droit des obligations pures pourrait dire non, moi, je reste dans mon code et c'est mon code jusqu'au bout. C'est tout à fait légitime, je suppose, pour ce type de sujet. Mais pour aborder, par exemple, les traditions autochtones, c'est d'une évidence. Je pense que j'ai lu autant d'ethnobotanistes, d'anthropologues et nombre d'experts de sciences humaines pour aller chercher une documentation écrite pour documenter la tradition autochtone, parce que les sources sont tellement rares et que les sources primaires sont tout aussi rares. Et au niveau des réalités vivantes, moi, ce processus de façon naturelle que de me tourner vers les écrits, ça m'a fait réaliser que peut-être que moi aussi, j'avais cette tendance d'aller trop vers l'écrit et pas assez vers justement ce qui se faisait, parce que comme l'information normative, elle est là, elle vit sur ma communauté, elle est accessible. Et ensuite, je dirais peut-être pour arriver au fardeau, je dirais peut-être qu'il y a comme un double fardeau que je sens dans mon rôle de doctorante. Le premier, je dirais que c'est par rapport, en tant que juriste, civiliste et privatiste, c'est l'inconfort un peu naturel du droit à sortir du droit. Et parce que dès l'instant, par exemple, que pour aborder les traditions autochtones, on fait appel un peu à des notions que l'on qualifierait d'anthropologie ou bien qui ne répondent pas à la définition de normes, on a tendance à dire c'est pas du droit, ils n'ont pas de droit. Donc ça, c'est un premier, peut-être je dirais un premier fardeau que j'ai dû tenter de déconstruire, de voir jusqu'à quel point moi-même je l'avais intégré. Et ensuite, je dirais en tant que chercheur, membre d'une communauté très peu représentée en recherche et en recherche fondamentale. Et ça, c'est quelque chose que j'espère avec les années va se corriger, se rectifier, parce que comme peut-être sur une note un peu plus humoristique et une fenêtre sur la culture Innu, une personne de culture Innu dirait t'as pas de fardeau. C'est pas le fardeau de personne, c'est un collectif. C'est nous tous qui portons la culture et qui portons la tradition. C'est pas toi. C'est très prétentieux de ta part. T'as trop étudié. Donc, voilà. Merci. Alors, je sais, Laurence, que vous avez mis le mot de passe dans le chat, mais peut-être vous voulez juste expliquer tout ça. On n'entend rien. Excusez-moi, j'ai oublié l'audio. Merci à tous parce que je trouvais que les échanges étaient très, très intéressants dans des domaines différents, mais pourtant très, très connexes aussi en termes de problématiques, de questions d'enjeux, du rôle du droit et justement de sortir du droit, mais de quel droit, et puis faire un droit pour qui et par qui. Pour revenir à des questions plus pragmatiques, pour en fait recevoir l'attestation donc de la formation continue, barreau et chambre des notaires, vous avez dans votre compte que vous avez créé Lara, un petit cadenas qui va s'ouvrir ou qui vient juste de s'ouvrir, dans lequel vous insérez ce mot de passe. Ça va être ainsi que vous allez pouvoir en fait signer votre feuille comme si vous étiez en présentiel, votre feuille de présence. Vous insérez donc ce mot de passe et une attestation de formation continue va vous être délivrée
par les responsables facultaires dans les 10 jours à compter de la conférence, et vous avez 2 heures à partir de maintenant pour insérer votre mot de passe. Donc, si vous avez des questions ou des soucis, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire à laurence.largente@umontréal.ca. Je serai là toute l'après-midi, donc n'hésitez pas. Voilà. Puis merci beaucoup, Shona, pour avoir dirigé avec brio cette conférence très intéressante. Merci, Laurence. Avant que tout le monde s'en va soumettre le mot de passe, j'aimerais remercier encore au nom de CRDP, mais au nom de tout le monde ici, remercier Georges et Alice et Cathy pour leur énergie, pour leurs idées, pour leurs réflexions, pour la volonté de partager avec nous et entre eux. Et j'imagine que vous êtes tous d'accord que c'est une façon merveilleuse de passer un après-midi en novembre, d'apprendre puis de réfléchir en profondeur. Alors, merci Vincent de m'avoir invité à faire ça. Merci Laurence. Et je vous souhaite une belle après-midi, tout le monde. Si vous permettez, Shona, justement, pour tous les participants, cet échange-là, ainsi que les capsules préparatoires, vous allez pouvoir les retrouver sur le site lesconférences.ca, qui est en fait notre site de conférence. Donc, comptez à peu près une semaine, 10 jours, le temps que nos spécialistes les mettent bien en forme. Mais vous pouvez aller retrouver donc tous ces échanges-là d'ici, allez, on va dire une grosse quinzaine de jours à peu près, sans trop m'avancer. Merci beaucoup à tous. Et bon, je conseille fortement à tout le monde de regarder les capsules préparées avec soin de Georges et Cathy et Alice. Ça vaut vraiment la peine d'apprendre un peu plus. Mais merci pour ces échanges. Et bon, Vincent, je ne sais pas si c'est à toi à dire au revoir à tout le monde. Non. Bon, mais je peux le faire avec plaisir. Et juste vous dire, je pense Valérie est encore là, on avait identifié les membres du panéliste, et puis toi, Shona, comme animatrice. C'est toujours un peu un saut dans l'inconnu, là, le fait de voir le droit autrement, de voir la justice autrement. C'est quelque chose de très prospectif, pour prendre un qualificatif qu'on aime bien utiliser. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, je pense qu'on est... ce regard différent là nous oblige et nous amène vers des latitudes qui sont tout à fait enthousiasmantes. Alors merci à tous d'avoir pu vérifier nos intuitions qui étaient les nôtres en vous choisissant comme intervenant, intervenante. Merci bien.